je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Et bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Grosbois, qui est vigneron à Chinon, qui a eu un parcours génial et un peu autour du monde, mais on va le laisser se présenter tout simplement pour commencer cet épisode. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Plaisir d'être partagé. avec vous ce matin. Nicolas Grosbois, 47 ans, vigneron à Chinon depuis 2005. Un parcours de vie qui a fait que, effectivement, j'ai voyagé, parce que le monde du vin, fin des années 90, tu vois, début des années 2000, nous a permis, on a la chance d'avoir un savoir-faire français qui est reconnu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont, avec mon frère Sylvain, poussé d'abord à travailler dans l'exploitation viticole, donc à la ferme, donc on sait conduire, ça paraît con, mais pas tant que ça, on sait conduire des tracteurs, on sait brancher des tuyaux, on sait brancher des pompes, C'était ton enfance, quoi. Oui, mais chargé du pragmatisme paysan et de l'expérience familiale. Donc quand t'as ce bagage-là, même si on n'a jamais été des grands scolaires et on a appris après, mais le monde entier a envie de te voir arriver parce que dans une cave, tu sais comment ça se passe, dans un vignoble, tu sais comment ça se passe, et c'est ce savoir-faire-là qu'on a acquis pendant nos jeunes années d'aide familiale. C'est un peu un mélange de débrouillardise et de bon esprit paysan, non? C'est ça? Oui, forcément. Ouais, parce que c'est comme n'importe quel entrepreneur, t'as forcément un côté de débrouillardise. Quel que soit ton milieu, ton domaine, t'as un côté démerde qui fait que tu vas te sortir du mauvais pas ou tout améliorer. Donc riche de ce parcours-là, familial. Moi je finis mes études dans les années 98. Sylvain, mon frère, 96-97. Lui part à l'étranger. Ne revient que très très tard, en 2017. Vous avez fait la même formation pour le coup, le même parcours? On a suivi les mêmes cursus scolaires. On n'a pas fait forcément les mêmes écoles, mais on a le même parcours. Lui a plutôt décidé de partir à l'étranger rapidement et puis s'est trouvé des voies. Alors c'est ce que je disais juste avant, c'est que quand t'as 25 ans, toute l'énergie de la jeunesse et envie de travailler, tu peux faire hémisphère nord, hémisphère sud, 2 à 3 vinifications par an. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est génial. Tu pars de France ou tu pars d'Oregon, moi ce que j'avais fait, puis tu fais Australie, Nouvelle-Zélande, tu peux remonter par l'Asie maintenant qui fait du vin, c'est quand même un peu méconnu, mais t'as le continent asiatique qui se met à produire du vin pour sa consommation domestique avec une vision de plus en plus qualitative. Donc tu peux, avec notre métier, tu as la chance, quand tu as ce bagage-là, et c'était une petite revanche d'ailleurs de nous, les petites mains, par rapport aux œnologues qui sortaient des écoles avec des gros bagages, tu vois, intellectuels, et puis c'est que dans les chais, finalement, les winemakers du monde entier, ils veulent des mecs et des nanas comme nous. Parce que il y a un moment, faut pas intellectualiser, c'est-à-dire que c'est comme dans une salle de restaurant, tu dessines pas forcément, enfin tu fais pas qu'écrire le menu, faut le faire. Et nous on était réputés pour ça, toutes ces handsellers on les appelle. Donc ça nous a permis de voyager, de parcourir le monde pendant plusieurs années. Moi à la base je sors d'un BTS à Beaune. Vitiono, exactement. Je fais un BEP, BTA, BTS, le parcours du jeune schiste de vigneron classique. Et puis j'ai la chance qu'on me confie un vignoble dans le sud-ouest de la France, dans le Minervois. À la sortie direct du BTS. À la sortie, ouais. Incroyable. Oui, mais en même temps chargé de cette expérience, tu vois, donc c'est de fils de vigneron, et puis le dynamisme et l'envie d'y arriver. C'est ça, ce biais un petit peu, on se dit sortie d'études. Non, en fait, non. Ça fait peut-être 10 ans presque que tu pratiques en fait cette vie aussi de vigneron par le biais de tes parents ou ce genre de choses. Donc en fait, bon, t'as presque déjà de l'expérience avant même de commencer, quoi. Ouais, on est né dedans. Ouais, on n'a encore pas toutes les règles. Bien sûr. Tu vois, mais on est né dedans et on s'est confronté à différentes choses. Donc c'est un négoce de Loire qui achète un domaine dans le sud-est de la France, donc à côté de Béziers, au sud Minervois, 30 hectares de vignes dans les garrigues et dans la plaine. Donc là, j'apprends un peu le métier. 2 ans après, ça s'arrête.
Et je pars faire le tour du monde une première fois. Je vais voir Sylvain, mon frère, qui travaillait au Chili. Ok. Je cumule après une expérience à Saumur-Champigny. Et donc ça fait l'aller-retour. T'es resté pas très longtemps au Chili? Non, je suis resté 6 mois. Ok. 6 mois, le temps de faire une vinif et puis de voyager un peu. Ok. Voilà, mais avec la ferme intention du Cabernet Franc. Moi, j'avais envie de revenir à Chinon. Tu vois, on a un endroit qui est vraiment magnifique et assez extraordinaire. On a la chance d'y être né et d'en avoir hérité avec mon frère, mais on en reparlera après. Mais il y a cette appartenance à la terre qui fait que moi j'ai toujours voulu revenir travailler le Cabernet Franc. Donc avoir une expérience en Cabernet Franc à Saumur-Champigny, c'était une bonne chose. Bien sûr. Et au Chili, tu étais allé chercher quoi? Juste l'expérience de l'étranger? Ouais, c'était mon premier voyage. Ouais. Expérience de l'étranger, voir Sylvain aussi qui travaillait là-bas. Ça permettait de voir un petit peu, d'aller voir un petit peu en famille. C'est lui qui m'a ouvert les portes de ses connaissances au Chili. Travailler ensemble aussi pour la première fois? Un petit peu, ouais, un petit peu, commencer à travailler ensemble, t'as raison, c'est une première graine. Et puis Saumur-Champigny, 2 ans et demi, j'étais sous le joug du service militaire. C'était une époque où soit tu allais faire ton service militaire, ça, j'ai rien contre le service militaire, mais à l'époque, finalement, je préférais travailler qu'aller au service militaire. Et puis un beau jour, Jacques Chirac a décidé d'arrêter le service militaire. C'est tombé sur les ondes un peu du jour au lendemain. Ouais. Donc là, je me dis, mais c'est bon, j'ai plus l'épée de Damoclès au bout de. Oui, tu attendais pas cette date-là où on allait te convoquer et du coup. Personne à l'époque s'attendait à ça, donc ça a été donc j'étais plus convoqué et effectivement levé du service obligatoire. Là, je décide de partir, je donne ma lettre de démission. J'ai des patrons à l'époque pour bons et loyaux services qui me font un arrangement. Je quitte Saumur-Champigny avec la décision de partir en Oregon, faire une vendange dans les pinots noirs. Ensuite, j'enchaîne sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis après, tout s'emballe. C'est-à-dire qu'une fois que tu as 4 ou 5 références, tu pars avec tes lettres de référence et les portes s'ouvrent. C'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu vas dans l'Oregon comme ça? Enfin, bon, on n'appelle pas un domaine comme ça. Bonjour, je suis à Saumur, j'ai fait une expérience au Chili. Est-ce que je peux venir chez vous? Non, c'est des contacts. Comment est-ce que ça se passe? Alors la première ouverture en Oregon, et ça faut le dire un peu, parce que c'était un service de l'État qui s'appelle, je me souviens plus, qui permet aux jeunes agriculteurs de voyager à travers le monde. Ok, d'accord. J'ai un trou de mémoire, je me souviens plus du nom de cet organisme-là. D'accord. Qui encadre des jeunes qui veulent partir dans différentes. Tu peux être fermier en Australie ou en Norvège ou en Suède. Que ce soit dans la viticulture ou non, peu importe, mais tu peux partir dans le monde entier sur différents métiers, quoi. Tout à fait. Okay. Donc c'est comme ça que je suis parti. Et puis là, après, ça s'enchaîne. Donc là, ça s'enchaîne, tu te retrouves à pouvoir aller un petit peu où tu veux, comme tu veux, à partir du moment où tu travailles bien. Oui, donc la première expérience s'est fait comme ça, et puis au bout d'un moment, tu finis par avoir le bagage suffisant pour te faire recommander à peu près où tu veux partir. Exactement. Ouais, c'est ça. Je trouve, sorti de Nouvelle-Zélande, je trouve un boulot en Inde, au nord de Bombay, quelqu'un qui avait monté un domaine qui s'appelle Mountain View. Et puis au dernier moment, ça se fait pas. Là, on est en 2005. Okay. Mes parents commencent à nous dire écoutez les gars, il y a quand même un domaine à reprendre à Chinon, donc c'est bien de faire le tour du monde. C'est gentil voilà, c'est bien joli de parcourir le monde, mais il faut faire quelque chose. Et finalement, le travail, le poste en Inde se fait pas au dernier moment pour des raisons diverses, et là je décide de rester. Okay. Donc je reste à Chinon, 2006. Je me dis écoute, c'est le moment. C'est le destin. Exactement, ouais, c'est le destin, c'est la vie. Et puis pour moi, l'aventure à Chinon a commencé sur l'été de notre première vendange, été 2005, millésime 2005. Et puis après, ça s'enchaîne. Mes parents partent à la retraite en 2008-2009. Donc vous avez fait 3 ans plus ou moins de collaboration ensemble? Oui, mais ça a duré plus longtemps parce que même si... l'entreprise a grossi un petit peu aujourd'hui, mais au début, mes parents étaient toujours là. Et puis, tu mets pas des gens qui ont travaillé toute leur vie dans une exploitation agricole en y mettant leur tripes en arrêt comme ça du jour au lendemain. Donc, tout s'est organisé avec des moments de joie, des moments un peu plus compliqués. Mais ça s'est organisé plus sur 7-8 ans, ouais. Ouais, parce que il y a une vraie transition de savoir, déjà, je suppose. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps, justement? Au lieu d'interpréter, je vais te poser la question, qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps? L'humain, en premier lieu, c'est que t'as quand même
des parents, donc des cédants qui ont mis leur énergie, restructuré leur entreprise, ont leurs habitudes de travail. Donc tu peux pas déloger le cédant comme ça du jour au lendemain. La métaphore du crustacé sur son rocher, il faut que gentiment il lâche et que ce soit pas trop violent pour aller chercher un autre rocher, sinon il est un peu perdu dans les vagues. Donc et puis le nouvel arrivant, donc moi, être capable de prendre conscience de l'environnement général et puis du rythme des saisons, parce que on s'inscrit dans le temps long, on est agriculteur, on va travailler là pour au moins 20 ou 30 ou 40 ans, et toutes les saisons se ressemblent pas, il y a des habitudes à prendre, il y a des réflexes que tu n'as pas au début, Il y a une certaine patience quand même qu'il faut avoir, parce que je suppose que tu arrives, tu es avec toute ton énergie, peut-être tes nouvelles idées ou des choses que tu as explorées dans le monde entier en te disant « Ah, je vais apporter plein de trucs au nouveau domaine ». Cette transition prend 7-8 ans, il faut laisser les choses s'infuser tranquillement aussi, quoi. C'est pas... Ah oui, oui. Oui, parce que... Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir, avec le parcours que j'avais eu, d'avoir une idée assez précise d'où je voulais aller et de ce que je voulais faire. La bio est tombée tout de suite, sous l'impulsion de notre maman qui était vraiment bercée par la bio et beaucoup plus que notre papa. Donc on est parti dans cette voie-là, et la polyculture s'est imposée de façon assez automatique et naturelle. Et tout le déroulé depuis 15 ans, c'est une vision qui est déjà existante depuis au moins une dizaine ou une douzaine d'années. Donc les choses sont quand même mises en route, on va dire, rapidement. Tout se fait pas en un claquement de doigts, mais bon, il y a une direction qui a été trouvée assez rapidement au final. Tu dis 7-8 ans on va dire, pour céder les choses au fur et à mesure, mais vous avez quand même trouvé une voie dans laquelle vous vouliez aller. Oui. Vous vous êtes accordé là-dessus et vous avez commencé ce chemin en se disant de toute façon ça prendra du temps, mais on s'est pas forcément accordé là-dessus. Ouais, ok. Non, nous on a des parents qui ont l'intelligence aussi de se dire bon bah écoute, voilà, ils savent faire du vin, ils savent à peu près le vendre. Sur la gestion de l'entreprise, chaque entrepreneur pourra te dire que les aléas font que chacun fait sa vie, mais ils ont lâché rapidement la bride. Okay. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une impulsion, il y avait une énergie, il y avait une envie d'avancer et pour répondre à ta question de tout à l'heure, le point culminant, enfin la vision finale, elle est mise en place depuis une grosse dizaine d'années. D'accord. Okay. Donc on est dans le temps long. Ouais, si sûr, tu vois, donc effectivement, pour répondre à ta question, c'est quand même une énorme question de patience. Ouais. Parce que sur les 15 ans qu'on vient de passer, on en a perdu 5 ou 6 dans le gel. Les intempéries, le mildiou, comme cette année. Donc finalement, je suis plutôt d'une nature impatiente, donc j'aime bien quand ça avance. Ouais, j'aime bien ça devient compliqué, là. On se dit, il faut du temps long, quelqu'un d'impatience. Oui, mais c'est aussi ce qui est génial dans l'agriculture, c'est que de toute façon, tu peux pas forcer le système. Bien sûr. Tu vois, donc la nature t'impose un rythme des saisons qui fait que c'est un millésime par an, et même pour un mec ou une nana impatient, tu peux pas aller plus vite que la musique. La musique a été imposée. Donc ton impatience, tu l'as satisfait ou tu l'as nourri par les différents projets. La polyculture fait partie de ça, parce que la polyculture amène un pendant à ta viticulture qui te permet de jouer dans autre chose et de nourrir ton impatience. Bien sûr, ouais. Et alors, justement, avant de creuser un petit peu dans la polyculture, on a parlé un petit peu de tes expériences internationales. Et je me demandais, pour toi, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans toutes tes expériences internationales ? C'est la première en Oregon, enfin c'est la deuxième, mais c'est la première en Oregon où en fait je me suis retrouvé face à un winemaker de chez Vineyard dans la Red Hill, dans la Willamette Valley, Chris Maspig, avec qui je travaillais sur des bases de Chardonnay et de Pinot Noir. Et puis qui à un moment me pose des questions, mais je lui dis mais alors, j'arrive en Oregon, je savais pas parler anglais. Je parlais que espagnol. Donc on baragouinait un franco-espagnol anglais. Et il me dit à un moment, mais il va falloir que tu me donnes un peu des idées et puis des informations, parce que je t'ai pas fait traverser l'Atlantique pour tout apprendre. Hein. Faut que tu m'apprennes ce que tu as à m'apprendre. Et là, quand tu sors de ton cursus scolaire bien gaulois, tu te resitues dans les années 90 avec
des visions scolaires où tu peux pas faire du bio. Tu verras quand tu auras mon âge. Tu vois, cet empirisme bien... c'est quelque chose de très descendant, en fait. Tout à fait. Ouais. Et tu te retrouves de l'autre côté du monde avec quelqu'un qui te dit, mais apprends-moi ce que tu as à m'apprendre. Et là, ça a été pour moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation parce que je me suis dit, là, j'avais une vingtaine d'années, en me disant, bah, tu verras. Moi, tu sais, sous cette chape, en me disant, bah, tu verras, il va falloir que tu attendes longtemps pour apprendre quelque chose et savoir quelque chose. Et là, l'ouverture à l'anglo-saxonne, le côté très positif à mon sens, où on te dit, mais on est là pour échanger, explique-nous comment tu vois les choses. Et on a commencé à travailler sur des chardonnays, chacun d'une façon différente. En fait, il y avait une pile de 60 fûts de chardonnay, et ben il me dit, écoute, on n'est pas d'accord, parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon de vinifier. C'est l'histoire de bâtonnage et d'aération. Okay. Et il me dit, bah t'en prends la moitié, je prends l'autre moitié. J'étais sûr, je t'en prends la incroyable. moitié. Il me dit, ouais, t'en prends la moitié, tu fais ce que tu veux, tu décides de comment tu veux. Alors, en discussion, mais on suivra ton idée, et sur l'autre moitié, on suivra mon idée. Et au final, on s'est aperçu que le meilleur était l'assemblage des deux. Ok. Et finalement, tu te retrouves nourri de ça. Et ça a été une vraie grosse, belle expérience. Les autres ont été techniquement très, très intéressantes. Bien sûr. Parce que tu grandis. Mais ça m'a ouvert l'esprit et c'est la plus marquante, l'Oregon. Il y a un côté assez expérimental, en fait. On arrive, tu sais qu'on n'est pas d'accord. On va essayer, et puis on verra bien. C'est ça. Faut avoir un peu de culot quand même, parce Complètement. que vu que c'est qu'une fois par an, faut... ouais, c'est des risques pour tout le monde, et c'était intéressant. Est-ce que tu l'appliques ça, toi, un petit peu aujourd'hui? Alors, on l'applique avec Sylvain, et puis aujourd'hui, on a deux domaines, le domaine des Haut-Baigneux et le domaine Grosbois. Mais le domaine Grosbois, on travaille avec des Flying Winemakers aussi qui viennent. Okay. On en a 2 par structure qui viennent avec nous, avec qui on fait toutes les dégustations et qui apportent aussi leur savoir-faire. Il y a encore 2 mois, on était au pied des cuves et on se demandait. Aujourd'hui, cette année, on a eu beaucoup d'Italiens. Je sais pas pourquoi, mais on a eu beaucoup d'Italiens. Et il y en a un qui nous a beaucoup apporté de par son expérience, son échange, son pragmatisme, sa vision sur le rouge et la macération. Donc oui, on le pratique tous les jours et on le pratique aussi en viticulture parce que maintenant on a des gens qui nous entourent, qui nous conseillent. Donc la remise en question est permanente. Et tu penses que ça a changé par rapport à avant? Il y a beaucoup plus de... Même en France, il y a beaucoup plus de Flying Winemakers. Oui. Parce qu'il y a peut-être eu une période où on en envoyait beaucoup et aujourd'hui on en fait venir beaucoup aussi. Je pense qu'on en a toujours fait venir beaucoup. Ok, d'accord. Le Gaulois, il a un peu, des fois, l'impression de tout savoir, donc il voit pas pourquoi il va aller chercher le savoir ailleurs. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est que le savoir français est quand même bien reconnu. Et la Bourgogne, le Bordelais, la Champagne, le Rhône maintenant, beaucoup de gens d'étrangers, quand ils veulent une formation pertinente, intéressante et performante, viennent dans nos vignobles. De plus en plus en Loire. Tant mieux. Ouais, ça c'est vraiment chouette parce qu'on a de moins en moins de problèmes pour trouver des Flying Winemakers. Et donc beaucoup de gens viennent chez nous quand même malgré tout. Et justement, l'évolution depuis que toi t'es arrivé au domaine, t'es arrivé, on va dire en 2006 plus ou moins, tu disais. L'évolution de la vision de la Loire aujourd'hui, en France et peut-être dans le monde, tu as vu quelque chose évoluer? Comment ça s'est passé? Alors en France et dans le monde, il y a 15 ans, tu te baladais avec tes bouteilles de Loire. Il y a eu des précurseurs dans la Loire. Je pense à Jolandon, je pense à Charles Joguet, je pense à Bernard Baudry à Chinon, des gens qui ont beaucoup bougé, Huette, tous ces beaux noms, Chiden, qui ont fait que la Loire a bougé, mais la Loire a bougé à une époque où finalement il y avait ces domaines iconiques qui travaillaient très très joliment, qui faisaient des beaux vins et qui arrivaient à les distribuer un petit peu partout. Aujourd'hui, la Loire a connu une mutation, une révolution technique, notamment de par son renouvellement de génération, depuis début des années 2000, et la Loire est devenue attrayante.
la Loire est devenue attrayante. Alors on parlera des problèmes du climat, et c'est peut-être aussi pour ça que la Loire continue à devenir est toujours aussi attrayante. Mais elle est attrayante parce qu'elle est diverse, variée, parce que la technicité dans les vignobles, quel qu'ils soient en Loire, c'est vraiment bien amélioré. Moi j'ai vu les structures de caves, donc les caves se rénover. On n'a plus la même viticulture aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Où on était quand même, on va pas se le cacher, dans une viticulture un peu productiviste. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, produire un petit peu moins pour produire mieux et vendre un petit peu plus cher, ça y est, ça rentre dans les consciences. Il y a des chèques qui ont vraiment avancé. Donc aujourd'hui, tu te promènes avec ta bannière Loire dans le monde entier, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, et en Loire aussi. Et qu'est-ce qui a fait que, selon toi... Et en France, pardon. Oui, en Loire, j'espère. Ouais, mais en France aussi. Et qu'est-ce qui a fait que tu penses que cette nouvelle génération qui s'est implantée, qui a réussi à donner un nouvel élan, parce que tu dis c'est les plus jeunes qui sont revenus à s'installer, qui ont apporté peut-être une vision. C'est quoi? C'est l'ouverture sur le monde, le fait qu'ils soient allés voir d'autres choses ailleurs? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est développé En premier lieu, l'école. Ils sont allés un peu plus à l'école. Ok. Ça paraît con, mais c'est pas si anodin que ça. Bah non, peut-être pas si tu le dis. Parce que c'est moteur d'ouverture d'esprit. Après, l'ouverture sur le monde, peut-être pas assez, mais malgré tout, t'as raison. Il y a une partie de cette ouverture sur le monde qui fait que la viticulture de Loire a changé. Et puis, tu sais, le changement de génération, hein, l'envie de tuer le père, et puis de faire un peu différemment, et d'avancer dans un autre sillon. Les lobbies du bio et du vin nature, pour lesquels nous on milite un petit peu avec Sylvain, ont quand même semé des graines assez intéressantes. La Loire a vraiment bien avancé à ce niveau-là. Oui, il y a une certaine réputation en Loire autour du bio, biodynamie, nature. Il y a quand même pas mal de producteurs qui sont réputés dans ces catégories-là, on va dire. C'est ça. Ouais. Et ça a quand même beaucoup participé au changement du paysage. Pour parler de nos copains champenois ou nos copains sancerrois, la bio a un petit peu moins avance un petit peu moins dans ces vignobles-là, aussi parce que les possibilités de changement sont un peu moins importantes, et puis c'est aussi lié à l'économique, hein, on va pas se leurrer. Tu sais, quand tu as des bons revenus issus de ton domaine, tu te poses un petit peu moins de questions. Donc la Loire sort aussi et est toujours dans une époque où un litre de vin, ça vaut pas très très cher, ça vaut toujours pas assez cher si tu veux faire vivre ton viticulteur en bio, et si tu veux lui permettre d'entretenir son entreprise et de bien rémunérer ses salariés, ses partenaires, et de faire que le système fonctionne bien. On est quand même assez bas dans les niveaux des prix, donc on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Ok, et du coup ça c'est quelque chose vers lequel vous essayez d'améliorer, et c'est une perception en fait du consommateur qui est importante, c'est comprendre que c'est qualitatif, que ça vaut ce prix-là, ça prend du temps quand même. Et oui, non mais oui, avoir une bouteille de Chinon, aujourd'hui une bouteille de Chinon sur l'étagère, entre 8 et 12, tu peux l'accepter, mais chez nos amis de la grande distribution qui font 70% du marché, t'es plutôt autour des 5, 6. Ouais, je comprends. Ça veut dire que quand tu enlèves les marges de distribution derrière, le vigneron, qui est le cœur du système, l'homme et la femme, le paysan qui font faire vivre ton pays, il reste pas grand-chose à la fin. Donc on souffre encore de cette... effectivement, de cette image, tu sais, de la bouteille de brasserie avec les glaçons que tu mets en brasserie parisienne. On l'a pas mis en glaçons. C'est gentil, j'ai vu. Tu m'as dit que tu l'avais mis au frais ce matin un petit peu, oui, mais pas en glaçons. Mais t'as bien fait. Mais c'est tout ce travail. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, moi je pense qu'on est une génération, la mienne, là, moi j'ai 47 ans, où on a une chance incroyable, c'est qu'on est en train de connaître cette mutation de la Loire. On voit cette mutation de la Loire, on la vit. Il y a des gens, nos aînés étaient pas plus bêtes que nous, on n'est pas plus intelligents qu'eux. Donc ils ont mis la même énergie au travail, etc. Ils ont joué dans leur époque. Nous, on tombe pile poil à un moment où la Loire sort, la Loire bouge et évolue. Donc on a une belle Loire, et on a une Loire qui grandit bien. Ok, super. Ce que je te propose, c'est que
c'est qu'on commence à parler d'un sujet, je crois, qui te tient pas mal à cœur, c'est de parler de la polyculture. Et en même temps de parler de polyculture, je te propose qu'on prenne ce verre de vin avec cette bouteille que tu nous as gentiment rapportée, pour qu'on puisse la déguster, que tu nous parles un peu du domaine, en fait, tout simplement, et de ces convictions qui sont importantes pour toi aujourd'hui. Pour commencer, quand tu arrives sur un lieu comme sur une exploitation agricole, et que tu as mon petit passé scolaire, tu te dis, bon, j'arrive pour faire du vin. Parce que pendant 6 ans d'études, on t'a dit, tu fais du vin, du vin, du vin, du vin. À aucun moment, les écoles t'ont appris à te dire que l'entreprise agricole est une entité à part entière. Et logiquement, quand tu es paysan, acteur de ton pays, de ton paysage, tu es aussi là pour prendre à bras le corps tout ce qui tourne autour de la vigne. Donc je commence à m'installer sur la partie, sur le domaine du pressoir. À l'époque, 8 hectares 50 de vignes plantées. D'accord. Et à peu près 40 hectares de terre qui tournent autour. Si on peut donner peut-être un petit repère, 8 hectares 5, ça fait combien à peu près de bouteilles sur ton appel? Alors, c'est variable forcément, mais... Oui, mais sur un rendement raisonnable de 45 hecto-hectares, ça te fait 6000 bouteilles hectares. Ok. Tu vois, donc tu es à peu près à 50 000 en fonction des années. 50 000 bouteilles. Ok. Et rapidement, donc je pars dans la bio et je me retrouve à vouloir pousser le bouchon un petit peu plus loin en biodynamie. Et puis là, je commence à m'informer, à lire un petit peu, et puis tu t'aperçois que Steiner te dit que la biodynamie, c'est pas la monoculture. La monoculture, c'est pas l'agriculture. La biodynamie, c'est la polyculture. C'est prendre cet ensemble à bras le corps et faire de l'entité ou de ce qui t'est mis à disposition un ensemble cohérent que tu puisses faire avancer. Parce que c'est vrai que, juste pour rebondir là-dessus, on entend beaucoup la biodynamie dans le monde du vin, mais la biodynamie en tant que telle par Rudolf Steiner, et on en parlait avec Alain Moueix notamment la dernière fois, qui nous disait, oui, en fait, on fait un dérivé en fait, de la biodynamie, des principes de biodynamie, parce qu'on ne fait pas vraiment de la polyculture au sens où Rudolf Steiner l'entendait. Vous, c'est le cas, vous faites vraiment de la polyculture à 100%, quasiment autant du reste que du vin, ou ça reste quand même centré sur le vin? Alors, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, on peut faire les malins à dire qu'on fait de la polyculture, parce qu'on a la chance d'avoir une entité qui fait 50 hectares. Aujourd'hui, 24 hectares plantés Alors, il y a 60 hectares maintenant, mais 24 hectares plantés en vigne et le reste dédié à la polyculture. D'accord. Ce que je veux dire, c'est quand j'ai un copain de Sancerre qui a 15 hectares de vigne et pas de terre autour, il fait la biodynamie qu'il peut faire. Ah voilà. Oui. Tu vois, donc c'est un peu facile d'arriver et puis de dire moi je fais de la polyculture et je suis le plus beau, je suis le meilleur. On a la chance d'avoir un lieu qui nous permette de faire ça. Donc il faut qu'on le fasse. Voilà. Le problème, c'est quand tu veux en faire, que tu as tout pour faire une polyculture intéressante et que tu ne bouges pas trop derrière pour que ça change, là c'est un problème. Bien sûr. Mais nous, on a la chance d'avoir un ensemble agricole qui nous permette de faire ça. J'ai perdu un peu le fil de mon raisonnement, mais je crois qu'on en était à se dire que aujourd'hui on a nos 24 hectares de vignes. Oui, c'est ça. Je commence à réfléchir autour de la biodynamie, je m'inscris chez Déméter. À l'époque, j'étais tout seul. Donc j'essaye de voir un petit peu comment ça peut fonctionner, la cohérence. Puis quand tu te retrouves le matin, à 6h du matin, à pulvériser ta 501, et qu'à côté de ça, tu as des terres qui appartiennent à la famille, où tu vois le tracteur de 500 chevaux qui passe à mettre des insecticides sur des céréales, que tu lui loues, tu dis, mais mec, t'es passé à côté de quelque chose quand même, parce que d'un côté, tu veux favoriser la vie, puis de l'autre côté, tu la détruis. De l'autre côté de la route, quoi. Ouais. Donc, il faut pas croire que ça n'a pas d'incidence sur ta parcelle, quoi. C'est un peu... oui, mais parce que c'est un ensemble. Ouais, c'est ça, hein, cette idée de se dire que tout est lié. L'arbre qui pousse de l'autre côté, effectivement, crée une incidence sur notre partie de vignoble. Donc, j'appelle Déméter, je leur dis, bah, écoutez, je vais arrêter. Et puis, l'argent et l'énergie que je mets dans les matières, dans le temps qui est nécessaire pour faire les préparations biodynamiques, je vais passer cette énergie-là à reprendre les terres de céréales et les prés et à réintégrer des animaux
et à réintégrer des céréales, etc. et commencer à découvrir. Donc ça, tu te lèves un matin, tu changes un peu de métier là quand même. Enfin... Oui, mais encore une fois, si tu te souviens du début, on a grandi dans ces... Moi, j'étais petit, il y avait des vaches dans les villages. Il y avait chez nous, les tracteurs étaient des tracteurs qui permettaient de faire les foins l'été. Moi, j'étais petit, on faisait les foins, on a grandi avec ça. Ouais, donc tu retrouves quelque chose. Mais là où t'as pas tort, c'est que entre te lever le matin et décider de faire ça, et que ça se réalise vraiment, faut 10 ans, 12 ans. Tu vois ouais. Parce que tu pars avec une idée et puis finalement, ta terre t'explique que c'est pas ça ce qui va faire que ça va marcher. Donc il y a des terres où j'ai commencé à vouloir faire des céréales et puis finalement maintenant c'est des prairies tournantes. D'accord. J'avais pas du tout envisagé à l'époque de monter un potager et de créer un potager aussi important. Et puis finalement aujourd'hui on a 1 hectare de maraîchage. Ce qui est un beau potager. ouais, qui est une vraie activité dans l'activité. Ouais. On a maintenant des cochons, on a maintenant donc une vingtaine de limousines, de Black Angus. J'ai commencé avec des limousines. Okay. Mais le parcours, c'était un peu ça. J'ai testé pendant 10 ans différentes choses et aujourd'hui, on arrive à avoir une cohérence où une partie animale, végétale et production de vin prennent complètement place au sein du système. Mais ça n'a pas été sans perte et sans souci, effectivement, parce qu'en fait, le problème, c'est pas de remettre les animaux chez nous, c'est pas de restructurer les domaines. Le problème, c'est l'humain. Le problème, c'est retrouver des gens qui ont le savoir-faire ou de leur redonner le savoir-faire et de réapprendre. Ouais. Tu vois, tu vas pas mettre un troupeau de 10 vaches dans ton pré en te disant c'est bon, les vaches elles sont dans le pré, démerdez-vous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça implique une connaissance métier un peu plus profonde. C'est des animaux, faut en prendre soin. Ça implique d'alimenter une filière qu'il faut remettre en place. Comprendre aussi, à nouveau. Comprendre. La distribution, si tu les vends, si ce genre de choses aussi. Enfin bon, il y a tout un parcours, quoi. Exactement. Mais ça, c'est un challenge qui est génial. Parce que au sein du domaine, ça veut dire qu'on peut s'exprimer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut s'exprimer avec d'autres activités autour de la viticulture, et ça, intellectuellement, ça nourrit une équipe, ça nourrit un domaine, vraiment, et ça donne beaucoup de sens aux choses. Et la difficulté, c'est que, vu que tu as plein d'activités, tu recherches en plus d'avoir des gens qui connaissent bien tel ou tel métier, des gens polyvalents. Oui. Polyvalents, investis, et qui soient bien en place, quoi. On comprend un peu la difficulté aussi économique que ça peut représenter. Aussi le défi, parce que faire des céréales ou faire du bétail, ça rapporte pas forcément tout le temps la même chose, ce genre de choses. Ça aurait été possible selon toi si c'était pas un domaine familial à la base? Aujourd'hui, je pense que ça aurait été possible, mais très compliqué. Plus compliqué en tout cas. Ah ouais, beaucoup plus compliqué. C'est indiscutable, beaucoup plus compliqué. Ça aurait été possible, peut-être mieux entouré, en faisant avec moins d'erreurs, ça aurait été possible, mais à quel prix? On frôle vraiment l'impossible. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, je crois que l'avenir de nos entreprises, parce qu'on est aussi des entrepreneurs quand on est vigneron, même en polyculture, c'est peut-être d'être des entrepreneurs un peu 2.0, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Nos banquiers sont pas capables de comprendre nos activités et ils n'ont pas de sensibilité, et ils n'ont pas la capacité de prendre des risques. Donc il y a aujourd'hui des systèmes qui nous permettent d'être cofinancés, aidés, structurés, moi, des gens qui veulent se lancer à 25 ans sur une ferme de 40 ou 50 hectares en polyculture, il faut s'entourer avec des gens qui ont de l'argent, tout en gardant les rênes de l'affaire, mais c'est tellement physiquement, intellectuellement éprouvant qu'il faut pas se lancer à tort et à travers. Il faut être capable de se dire, écoute, je pars comme on le fait dans la tech, comme on le fait, comme vous le faites. Voilà, faut pas se cacher derrière nos œillères. Ça nous permet d'être libérés, de bien faire les choses, d'avoir un cadre, d'être accompagné.
et de savoir où tu vas, quoi. Parce que sinon, tu peux rapidement vivre un drame, hein. Ouais, bah bien sûr. Tu vois, C'est aussi éprouvant au niveau personnel. Enfin, tu engages ta vie aussi, quoi. Exactement. Voilà. Et Donc, puis d'avoir des garde-fous. Et c'est aussi un aspect de la viticulture qui est en train de changer, ça. C'est-à-dire que, ouais. tu vois, Mm. il y a des gens qui arrivent avec une autre vision de l'entrepreneuriat viticole. Ça veut pas dire que leur intention et que l'émotion qui va être mise dans ta bouteille ou dans ton morceau de viande ou dans tes légumes va changer. Mais ça veut dire que il y en a peut-être un petit peu marre d'entendre que t'as un paysan qui se suicide tous les jours ou tous les 2 jours parce qu'il a une pression financière et qu'il n'a pas réussi. Malgré tout, il bosse comme on bosse tout le temps, tu vois, 10-12 heures par jour, ça nous fait pas peur parce qu'on aime ça, on est nourri de ça et puis c'est ce qui nous fait lever le matin. Mais il faut que notre métier arrive à évoluer. Le jour où nos amis banquiers comprendront un peu autre chose que leurs propres intérêts et l'intérêt entrepreneurial et l'intérêt vital que l'agriculture et la polyculture a au sein des villages. C'est-à-dire que l'intérêt vital d'avoir des fermes de polyculture, ça veut dire que ça te fait venir, ça repeuple les villages, ça repeuple les écoles, ça va nourrir tes cantines. C'est-à-dire que si tu as 2-3 fermiers comme nous qui se mettent dans le village, eh ben tu vas arrêter de nourrir tes enfants avec aujourd'hui un repas dans une cantine scolaire en campagne chez nous. Tu sais combien ça coûte? Non, j'en ai aucune idée. 2,50 €. À 2,50 €, ils nourrissent les enfants. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'à 2,50 €, ils sont capables de te dire que tout ce qu'ils mettent dans l'assiette, c'est bon et ça va bien construire le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui est à l'école. C'est pas possible. Il y a un des principes de la biodynamie, c'est qu'on est tous de la terre élevée. Donc on sort de la terre, puis on va retourner à la terre. Voilà. Donc si tu comprends ça, c'est qu'il faut être capable de produire tout ce qu'on consomme et de le produire bien et de le produire. Ça rejoint la RSE, ça rejoint effectivement de le produire éthiquement et socialement de façon durable et pérenne. Et le modèle de la polyculture, on en change un peu de sujet, mais le modèle de la polyculture, c'est le seul qui te permet ça. Moi, j'en connais pas d'autres. Que les grands théoriciens viennent nous raconter ce qu'ils veulent, mais le modèle de la polyculture est le seul qui te permette d'avoir cette complexité paysagère, d'avoir cette autonomie, d'avoir cette complexité qui te permette d'avoir des animaux, une faune, une flore qui fasse que les équilibres se recréent et qu'on ait des environnements qui soient un peu plus logiques qu'aujourd'hui. Pisani, qui a fait les grandes réformes agraires dans les années 70, s'est excusé publiquement de l'arrachage de toutes les haies. Il a eu ce courage-là. Et aujourd'hui, on n'a pas un politicien qui vient nous faire avancer sur cette notion de polyculture, mais politicien et en même temps grand metteur en marché. C'est l'essentiel de la vie, ça. Et justement, moi, ce que je trouvais intéressant, sans entrer dans quelque chose de politique, mais tu le transmets aussi par une activité que vous avez, c'est que vous recevez du monde. Ah oui. Vous recevez du monde au domaine. Vous faites en sorte de pouvoir transmettre aussi cette vision de la polyculture, cette vie aussi, de ce que j'ai compris. Vous emmenez les gens avec vous dans votre quotidien, quoi. Oui, il faut... l'idée, c'est de se dire que c'est bien gentil d'avoir des grandes idées, tu vois, de vouloir changer le monde. C'est-à-dire que là, à Paris, autour d'un verre de rouge, bien installé, confortablement au chaud, c'est bien gentil de te raconter la messe. Mais c'est un peu trop facile. Donc, si t'es pas capable de t'appliquer à toi-même ton précepte, bah, ça fonctionne pas. Donc on l'a mis en place au domaine. C'est encore, c'est un chemin éternel. Hein. Oui, bah, bien sûr. Tu vois, c'est que on a mis déjà beaucoup de choses en place. Alors certains te disent c'est génial, d'autres te disent bah t'es encore pas rendu au bout du chemin. Et ils ont raison. Mais effectivement, il faut le montrer. Donc on est en train on a monté avec une collaboratrice, Carole, un système où les gens peuvent venir au domaine, passer du temps avec nous, avec les équipes, on fait des tours, on les initie à la polyculture. Donc tu vas t'occuper des animaux, tu vas travailler un peu dans la vigne, un peu dans le chai, un peu au maraîchage, et tu vas te rendre compte du système et du mouvement
j'allais dire sociale, mais qui tourne autour de tout ça, c'est-à-dire que chaque personne a une responsabilité dans l'entreprise, et ça correspond à une petite ruche vivante qui n'est jamais, qui est toujours mobile et qui a jamais son train-train, etc., etc. Et puis à partir du printemps, on va faire un peu de restauration issue à 95-18% parce qu'on sait pas faire l'huile, le sel et le poivre, mais issu de nos productions. D'accord, ok, oui. Parce que du coup, il y a une partie de votre production qui est utilisée pour votre conso perso et une partie qui est revendue sur des circuits de distribution, c'est comme ça aujourd'hui une grosse partie est revendue. Ouais. Sur l'ensemble des activités, en fait. Complètement. Ouais. Sur l'ensemble, parce que le vin, on ne peut pas tout boire. Mais j'en peut-être plus du reste, mais effectivement. Mais le reste non plus, tu vois, même si on produit de la viande, on mange pas tant de viande que ça, et on essaye de produire une viande heureuse et de qualité. Mais le reste, la survie de notre domaine, c'est ça. Alors aujourd'hui, dans le système, c'est la viticulture qui nous fait vivre. Bien sûr, on va pas se leurrer. Mais on sait très bien que dans les 30 prochaines années, il y a des étapes qui vont nous tomber dessus, qu'il va falloir être capable d'aborder. Donc, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que les animaux nous prennent du temps, et dans 1 an ou 2, on sera au point sur nos animaux. Mais il nous aura fallu... J'ai acheté les premières limousines il y a 10 ans, et puis là, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, on sera bon dans... Peut-être que dans 20 ans, la viticulture fonctionnera moins bien parce que crise du verre, parce que l'énergie, voilà. Mais on saura faire des animaux de chez nous et puis et les vendre en local. La même chose avec le maraîchage. Et les cochons aussi. Moi, j'ai plus d'affect pour la vache que pour le cochon. C'est plutôt mon frère qui s'occupe des cochons. Et puis le maraîchage. Le maraîchage, c'est vital. Il devrait y avoir un maraîcher tous les 10 km. C'est obligatoire. Donc... toutes ces parties dans l'entreprise qui aujourd'hui arrivent péniblement à un petit équilibre sont là pour s'inscrire dans le temps long et se dire que dans 5, 10, 15 ans, ce seront des parties qui nous permettront de continuer à faire vivre l'ensemble et l'équipe. Le vin, nous, on a commencé en agriculture, mes parents faisaient du tabac, des asperges, des pommes, des poires. On est Val-de-Loire, Jardin de la France, il y avait toutes les cultures possibles et inimaginables autour de chez nous. Et dans les années 80-90, on est passé en monoculture, donc il faut qu'on y retourne, on n'a pas le choix. Eh ben, on va retourner sur le produit, on va dire. Ouais. Mais c'est passionnant en tout cas d'entendre parler de toute cette polyculture et de toute l'incidence. Et on sent que tu es parti du vin et qu'au final, tu te considères comme viticulteur ou paysan. Ouais, paysan, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, comme paysan, on va dire, parce que tu as une vision beaucoup plus d'ensemble. Mais ce que je te propose, c'est qu'on revienne en tout cas à la dégustation et que tu puisses nous faire peut-être une petite dégustation commentée sur cette première cuvée que tu nous as apportée pour tous les auditeurs qui n'ont pas la chance de déguster comme nous ce nectar. Un Gabard 2021. Au domaine, on a 5 vins différents. Là, on en a 2 aujourd'hui. Gabard, c'est un vin issu de 12 parcelles différentes qui sont autour du domaine. On a la chance... Encore une fois, on est vraiment chanceux d'être né à un endroit magnifique. C'est une ferme fortifiée du 15-16e siècle, qui a jamais été remembrée depuis le 15-16e siècle. Donc à l'époque, en fonction de ta traction animale, tu sélectionnais tes sols en fonction des textures, des structures, tu vois, plus ou moins sableuses, argileuses. Et ce dessin, ce patchwork sur la descente de coteaux plein sud, rive droite de Chinon, est resté le même depuis cette époque-là. Et on se retrouve avec... finalement un caractère terroir issu d'une même roche-mère qui est la Miarge. C'est un sédiment marin, 40 millions d'années, un calcaire jaune. Et donc une roche-mère équivalente, il faut que vous imaginiez cette descente de coteaux, et avec des sols plus ou moins profonds, donc qui te donnent des structures et des textures de sol plus ou moins différentes. Et avec Sylvain, on sépare chaque parcelle dans des petites cuves en béton pour les vinifications. D'accord. Donc on garde l'esprit de la parcelle. L'idée sur Gabard, c'est un vin d'assemblage où on a, c'est des parcelles qui seront jamais autonomes entre guillemets. Le terme est pas bien choisi, mais tu sais ces parcelles magiques comme Clos du Noyer ou Clôture qu'on a qui font que tu sens tout de suite une énergie, une âme, une structure, un vin qui va filer droit, qui va filer tout seul, une autonomie dans la nature du vin. Gabard, c'est une bande de copains qu'on veut
avec Sylvain qu'on veut élever en cuve béton, donc en cuve Ouais. neutre. Alors, pour le tout début, on travaille, on vendange à la main, on est en levure indigène. Ok. Voilà, on met du soufre parfois en vinification. Et ensuite, on élève en cuve béton. Voilà. Mais on veut arriver avec Sylvain à faire un chinon qui soit pulpeux, généreux, fruité, immédiat. Pour nous, chinon, c'est une appellation extraordinaire parce que ça va te donner des vins un peu tirés, un peu intellectuels, tu vois, où tu vas aller chercher une carafe, où tu vas chercher une théâtralisation de la table. J'entends par là la table du dimanche, ou le vin où tu reçois des amis ou de la famille, tu le fais carafer 2 heures. Donc ça, c'est Claude Dunoyer. Gabard, ça se veut être un vin généreux, facile de tout moment et plutôt agréable. Ce côté... Ces 12 parcelles qui sont amies, c'est à déguster entre amis, c'est un peu ça. Ouais, ça peut être effectivement, ça peut être ça. Mais l'idée, c'est de garder le caractère de chaque parcelle, de les élever séparément, et quand elles sont prêtes, quand elles sont sages, quand elles ont passé ce côté un peu, tu vois, des 6 premiers mois, cette adolescence vinique, et tu peux commencer à les assembler. Et c'est là où ils vont commencer à se comprendre. Si tu les assembles tout de suite, il y a souvent des dissonances. Donc on les élève séparément, puis on les assemble après. Ok, et ça, vous en êtes rendu compte notamment en l'essayant, quoi, en se disant, bon, pour l'instant, on les vinifie ensemble, et puis après, on les fait séparément. Ouais, c'est ça. Moi, dès le début, j'ai commencé à construire des cuves en béton moi-même, qui sont encore au domaine, et ça m'a permis d'expérimenter un petit peu tout ça. Et puis l'arrivée de Sylvain a fait on a vu les choses de façon un petit peu différente après, mais voilà, Gabard, c'est un assemblage de parcelles. Donc c'est ce qui nous plaît beaucoup dans le fait qu'on le vinifie qu'en cuve béton, c'est que tu as une réponse immédiate de ton millésime. On travaille beaucoup sur le matériel végétal, on a changé tous nos palissages dans les vignes, on a des palissages qui sont assez hauts, on a des ceps qui sont en pleine forme. La biodynamie nous a beaucoup aidé à ça, quand même. On a vraiment senti, tu vois, une expression du végétal, une structuration des sols bien différente. Autant l'idée du croisement de Neptune, Saturne et Jupiter, c'est des choses qu'on a encore un peu du mal à s'approprier. Parce qu'il y a un côté dans la biodynamique qui est relié aux astres, etc. Et ça un peu plus de mal. T'as le côté plus terrien, on va dire, ou en tout cas plus rattaché au résultat que ça apporte que le côté lunaire, c'est ça, on va dire. C'est une sensibilité, la biodynamie. Ouais. Donc chacun il va à son rythme et chacun il va avec. Tu vois, on n'aura jamais forcément, on n'aura jamais la même. Donc il y a des choses que tu comprends que je peux pas comprendre et vice versa. D'accord. Donc moi mettre une 500 là en ce moment et puis trouver plus de granulométrie dans les sols, avoir des sols qui portent mieux, qui respirent mieux, avoir une végétation spontanée plus dynamique, je le comprends. Voilà. Ça se voit. Aujourd'hui. Ouais, ça se voit, je le comprends. Ouais, il y a cette tu sais espèce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une 500 pour ceux qui savent pas en fait, parce que c'est. Alors c'est des bouses, c'est des cornes de bouses, c'est des bouses qu'on met dans des cornes, qu'on enfouit dans la terre et qu'on ressort après, qui nous permettent de dynamiser la vie du sol sur des périodes d'automne et de printemps, puisque le sol est plutôt vivant dans sa période hivernale. Et c'est une matière qui, dynamisée, nous permet de stimuler la vie microbienne et la vie bactérienne. C'est ce qu'on appelle les invisibles. Parce qu'un sol vivant, c'est un sol composé d'une masse d'invisibles assez extraordinaire. De dynamiser ces invisibles pour que ton sol vive et puis respire. Donc soit capable d'absorber son eau, on n'a plus de ruissellement. On a de l'herbe qui pousse évidemment maintenant, mais on a des maladies de vignes qui sont beaucoup moins importantes. Aujourd'hui, on est à l'heure où on arrache les ceps morts dans les vignes. Toutes ces vignes qui sont en biodynamie depuis 10 ans maintenant, il y a 2-3 ceps morts. Ça va aussi avec une taille plus douce, plus respectueuse, une formation des équipes, etc. Conscientisation des équipes à ce que tes vignes soient mieux taillées, mieux entretenues, que le geste est important et que tu retrouves le geste dans ton verre. Et on a des vignes qui se tiennent mieux, qui sont moins malades, etc. C'est vraiment, tu vois, d'entendre tout ça, on comprend et on entend toute la complexité que ça représente aussi, et du coup le travail au quotidien que ça demande.
aux vignerons. Et c'est aussi ça qui peut être valorisé aussi, parce que dans l'esprit des gens, on parlait justement du prix, parce que c'est aussi ça, souvent, de quel est le prix qu'on est capable de mettre pour une bouteille de Chinon, ce genre de choses. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, en fait. Oui. En biodynamie, il y a une quantité d'effort qui est sûrement un peu plus importante, qui a des avantages, pour peut-être gustatifs, selon ce que tu dis, et qui peut être porté aussi sur la vie des sols, etc. Mais c'est aussi beaucoup de travail, et donc sûrement un peu plus de main-d'œuvre, et donc un coût plus élevé pour le vigneron lui-même. Alors, déjà, et puis l'idée, c'est encore une fois, c'est pas d'avoir des collaborateurs que tu rémunères au lance-pierre. Ouais, Donc, tu vois, des gens qui sont capables de se poser la question du coup de sécateur, de ce qui va se passer, ou du tracteuriste qui va passer. Alors aujourd'hui, on va essayer de se passer un maximum du tracteur. L'outil électrique est en train d'arriver, c'est une bonne chose, mais de se dire que l'intention qu'il va donner dans son travail peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, tu peux pas leur donner un SMIC, hein. Au bout d'un moment, aujourd'hui, un tracteuriste, ça vaut entre 2000 et 2200 euros. Et quelqu'un qui travaille ce qu'on appelle les marcheurs, nous, on essaye de les payer le plus possible, mais on est plutôt entre 1600 et 1700 euros net aujourd'hui. Et c'est des gens qui valent plus parce que c'est des gens qui sont le matin dans les vignes quand il fait froid, quand il pleut, qui parlent à leur cep et qui amènent beaucoup plus que ça. Donc oui, effectivement, le prix d'une bouteille. Le prix d'une bouteille aujourd'hui, s'il est cher, il y a deux solutions. Soit tu as un vigneron qui fait des marges extraordinaires, soit tu as un vigneron ou une vigneronne qui réinvestit dans son entreprise, donc ça veut dire qui rémunère correctement ses salariés, et qui les fidélise, et qui fait que le modèle est est vraiment très très intéressant. Ouais, donc c'est quand même important. Et en même temps qu'on déguste, tu peux nous dire à combien elle sort aujourd'hui la bouteille de Chinon Gabard Alors aujourd'hui, la bouteille de Chinon Gabard, tu vas la trouver entre 18 et 22 euros. D'accord. Ouais, Okay. à peu près. Si je dis pas trop de bêtises, faut forcément des copains cavistes qui vont me dire mec Robois, tu déconnes. Mais c'est entre 18 et 22. On a une première cuvée qu'on vend au domaine, qui s'appelle Glacière. Et ensuite, on a Clôture, Clos du Noyer et Montette, qui sont des cuvées plus haut de gamme. Plus confidentielles. Voilà. Mais on s'est appuyé très rapidement. Moi, je me suis appuyé sur un négoce vigneron. Parce que pour créer ces vins-là, pour créer la dynamique du domaine, il faut que tu trouves de l'argent. Et l'élément de rémunération le plus cohérent pour moi, ça a été de m'appuyer sur le négoce qui s'appelle Nicolas Grosbois, qui va chercher des raisins ou qui travaille avec des vignerons à Chinon ou à Bourgueil, où on va chercher des raisins sur place, on les récolte nous-mêmes, on les vinifie chez le vigneron, et on fait une cuvée qui s'appelle Cuisine de ma mère. D'accord, ok. Oui, donc c'est une partie aussi qui te permet de financer aussi l'activité. Oui. Qui est essentielle même, je suppose, dans le système qui est très important. Complètement. Donc cette cuvée Gabard, 2021, nous on en est très fiers parce que, c'est comme disait Puisé, c'est à la gueule de l'endroit et les tripes du vigneron. Tu vois, c'est 2020, pour ceux qui connaissent le millésime 2020, c'est un millésime solaire, c'est un millésime, tu vois, bâti, des fois même un peu mûr, un peu trop mûr, mais qui a cette expression plutôt solaire. Et 2021, j'en suis quand même assez fier parce que je trouve qu'il y a un équilibre ligérien très net. T'as cette fraîcheur du fruit à peine mûr, tu vois, ce côté pivoine, mais pivoine ouverte et qui est très expressive, qui moi me plaît beaucoup. Ouais, ce côté très floral aussi qui est assez agréable, qui amène pas mal de délicatesse aussi. Et puis là, la bouche qui déroule de la même façon. On a des tanins mais qui sont relativement... qui sont présents pour apporter ce qu'il faut de structure, mais c'est assez souple quand même. Ouais. Pas mal de fraîcheur en fin de bouche. C'est assez agréable. Et une longueur. Ouais, une longueur, oui. Et alors on en parlait tout à l'heure quand on s'est vu, mais Chinon, un des grands malheurs de Chinon, c'est que Chinon, sur des vins qui se veulent un peu plus haut de gamme, je pense que ces deux-là en font partie. Chinon, c'est aussi une belle endormie parce que c'est une appellation qui est capable. C'est une appellation multifacette.
tu as à peu près 60-70% de ton appellation qui vont te faire des vins de printemps d'exception, juicy, fruité, tu vois, type ce que nous, cuisine de ma mère, donc sur des macérations assez courtes, où tu vas pas aller chercher dans le Cabernet Franc trop de macération pour pas avoir cette réponse. Le Cabernet Franc, c'est un cépage qui vient du Pays Basque, tu vois, donc T'as du caractère, c'est ça que t'as tu du veux dire. caractère, oui. Quand tu lui rentres dedans, il te rentre dedans aussi. Donc tu fais des macérations plutôt douces et pas très très longues. Et là, tu t'obtiens des vins de fruits qui sont top et que tu vas pouvoir vendre assez rapidement. Et sinon, l'autre facette, les 40%, c'est ce qui a fait la renommée de Chinon. C'est ces vins sur ces terroirs calcaires ou demi-arges, de calcaire jaune, qui vont avoir une concentration beaucoup plus importante, mais qui vont appeler l'élevage. D'accord, Mais qui tu ont vois, besoin de l'élevage. nous on commence à vendre 2021, notre rêve ça serait de commencer à vendre juste 2020 en ce moment. 2021 demande encore au moins 1 an ou 2 ans de bouteille. C'est des vins qui sont gaulés pour l'élevage et qui ont besoin de ça pour se révéler. Voilà, et donc là on est, pour moi en bouche, pour finir la dégustation, pour moi la bouche doit encore s'ouvrir. T'as une fleur, c'est un bouton floral, tu vois, qui est fermé et elle n'a pas vu son printemps encore. Donc dans 1 an ou 2, on aura une fleur beaucoup plus ouverte, plus expressive, et c'est ça la beauté de Chinon. Comme les grands Bourgueil, les grands Champigny et les grands Saint-Nicolas, c'est ces 4 appellations de Loire de Cabernet Franc qui sont capables de te faire des grands Cabernet Franc, mais il faut savoir les attendre, quoi. Oui, parfois, oui. Et c'est justement ce qu'on reproche parfois au Cabernet Franc aussi, c'est sa dureté un petit peu. Et du coup, Oui. le temps va apporter cette souplesse nécessaire pour Alors, apprécier. le temps, mais aussi le savoir-faire du ou de la vigneronne. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que euh, comme tu vas être capable d'écouter ta campagne, quand tu vas voir des animaux, quand tu vas voir des radis qui vont pousser, il faut que tu sois capable d'écouter ta parcelle et ton végétal. Une jeune vigne vigoureuse qui fait plein de feuilles et qui fait beaucoup de raisins, elle est dans sa turgescence. Ouais. Tu vois, c'est assez comparable au cycle humain. T'as ce côté juvénile, t'as ce côté jeune, adulte, qui veut aller toujours plus vite, toujours plus fort, et puis t'as ce stade adulte qui court vers Plus la sage. sénescence, plus sage et plus intéressant au niveau viticole, même si parfois les très jeunes vignes ont des concentrations très intéressantes. Mais le talent du vigneron, ça va être, ou de la vigneronne, ça va être d'être capable de se dire, avec cette vigne-là, je vais pas aller chercher 30 jours de macération. Je vais pas aller chercher des tanins et des extractions trop fortes parce que mon raisin et la structure de ma vigne, elle n'est pas capable de le faire. Ok. C'est ça ce que l'artisan vigneron va être capable de faire. Et c'est ce que l'industrie a beaucoup de mal à faire parce que tu rentres dans un... Et j'ai bossé pour l'industrie, donc je sais de quoi je parle. Et ils sont pas capables de le faire parce qu'ils savent pas d'où ça vient forcément, et ils écoutent un peu moins bien leur cuve, si je peux Ouais. dire ainsi. Et Une connaissance nécessaire, quoi. exactement, et d'être capable de se dire que cette parcelle-là, cette année, elle peut pas. Elle peut pas parce qu'elle a eu un blocage, tu vois, 2021, on a eu des sécheresses, t'as des parcelles où tu te dis, faut que je fasse des macérations courtes, parce que autant l'année dernière, j'ai pu faire des macérations longues, ça a donné des bons résultats, cette année, je peux pas parce qu'il y a eu un blocage sur un terroir de sable, j'ai observé. Et c'est ça, c'est ce temps d'observation, c'est ce vécu sur place, ensemble, qui fait que on va être capable d'écouter nos parcelles pour sortir le vin le plus intéressant possible. Ok, je comprends. C'est aussi ça, la polyculture. Ouais, c'est cette observation, cette expérience aussi, parce que, enfin, forcément, tu parles de plein de choses, mais c'est aussi plein de choses que tu as observées avec le temps. Ça s'apprend pas comme Exactement. ça en un claquement de doigts. Ouais. Hein. Et ce que je disais, je suis en train de servir la deuxième cuvée du coup de Chinon Clos du Noyer, du coup, qui est en 2020 pour le coup. On voit qu'il y a une différence de couleur assez importante. Il y a une profondeur de la couleur, un côté un peu plus opaque, qui est assez importante. Tu l'expliques comment c'est le climat de cette année-là, particulièrement, la parcelle? Alors c'est les deux éléments, oui. C'est le climat qui fait qu'on a eu on a eu un ensoleillement du mois d'août et mois de septembre plus important. On a eu un cycle végétatif qui était aussi plus régulier, et ça participe à avoir des raisins mieux construits, donc à avoir des vins qui soient un peu plus denses et concentrés à la fin. Mais Quand tu dis cycle végétatif plus régulier, ça veut dire que le développement a été plus linéaire, il n'y a pas eu de sécheresse ou trop d'abondance de pluie, c'est ce genre de choses, de pas paramètres. de coup de gel au mois d'avril, Ouais. pas trop de pluie au mois de juin, au moment de la fleur, exactement un développement régulier de ton végétal
qui fait que toutes les étapes, les grands millésimes, c'est où toutes les étapes de développement de ton végétal sont, tu vois, comme à l'école, comme dans les livres, sont bien réguliers, bien montés, bien faites. Il n'y a pas de secret. Un millésime compliqué, c'est un millésime où il fait froid au mois de juin, où il y a des sécheresses, etc. C'est le côté magique du vin, c'est que c'est le miroir de ce qui s'est passé au niveau météorologique entre le mois d'avril et la fin du mois de septembre. Et souvent, chez nous, septembre est une étape importante. Les anciens disaient que c'est septembre qui fait le vin. C'est septembre qui donne cette touche de maturité qui permet au Cabernet Franc de ne pas rester végétal, mais de passer sur ce côté mûr, tu vois, qui t'amène des arômes de réglisse. Oui, d'accord. Très intéressant. Donc, ce Clos du Noyer, c'est ça, mais c'est aussi ce terroir. Parce que Clos du Noyer, tu es en haut du coteau. Quand tu arrives au domaine, c'est la partie qui est entre la forêt et les truffes. On a quelques truffes, la forêt, les truffes et le Clos du Noyer, puis la route d'accès à la ferme. Donc c'est 1,20 hectare qui sont posés sur un terroir de millarge. La millarge, c'est un sédiment marin qui s'est déposé sur le bassin parisien. Donc vous pouvez imaginer la tuffe, pierre blanche emblématique de Loire. Bien sûr. Et au-dessus, ces sédiments marins qui donnent un calcaire jaune, plus ou moins compressé en fonction des hauteurs. Tu vois, quand c'est vraiment en profondeur, ça forme un grès. On utilise que tu vois toujours quand tu vas à Tours, tu regarderas les deux premières pierres des vieilles maisons, c'est des pierres de millarge et après ils montent en tuf. Dans les châteaux, pareil. Ça évitait que l'humidité remonte. Et c'est une information intéressante parce que ça veut dire que sur nos sols, sur ces sols de Clos du Noyer où tu as une millarge à 40-50 cm, tu as toujours de l'humidité parce que la millarge retient cette humidité, évite qu'elle passe à travers le sol. Et donc c'est une vigne où c'est le côté étonnant des grands terroirs, c'est que tu as besoin de rien faire, tout se passe tout seul. Tu vois, autant sur Gabard, tu as des vignes où il faut que tu te battes un peu pour sortir le meilleur. Autant sur ces parcelles-là, tout se passe bien tout le temps. Elles sont pas trop vigoureuses parce que t'as pas trop de sol. Donc tu tailles normalement, tu te poses pas trop de questions, et puis sors les grappes qui doivent sortir. T'as pas de turbulence vigueur. Et puis tu pars en vacances, au mois d'août, il y a un petit stress hydrique quand même malgré tout, donc elle perd ses feuilles devant les grappes, et puis la maturité se fait toute seule. Elle est pas luxuriante, mais elle est bien équilibrée. Ça paraît presque facile comme ça. Ouais. Mais c'est le côté démoniaque de la nature, c'est que quand tu fais du vin, sur les belles parcelles, t'as pas beaucoup de travail, et sur les parcelles plus compliquées qui te donnent des vins un peu moins intéressants, il faut plus se battre. Et là, le talent du vigneron parle encore plus, on va dire. Sur les plus petites parcelles, moins... Oui, c'est vrai. Là, c'est le talent, il va falloir comprendre l'année, comprendre le terroir, comprendre les contraintes qui sont imposées, et essayer, par les moyens qui sont donnés aux vignerons, à travers l'élevage, la vinification, etc., d'attendrir le vin ou de lui donner un peu plus de caractère, ce genre de choses, quoi. Mais les grandes parcelles vont te donner la possibilité d'interpréter. C'est-à-dire que tu vas avoir la possibilité, tu le sens, Clos du Noyer, déjà au nez, dans sa structure, tu vas plus dans la verticalité, t'as une unité de vin qui est beaucoup plus nette, qui est beaucoup plus précise. Donc tu vas pouvoir construire un décorum différent. Ce que je veux dire, c'est que se pose à toi sur une structure de vin comme ça, t'es plus monté avec c'est un châssis plus fin, quoi. Donc tu fais quoi? Tu vas aller chercher un peu de bois, tu vas aller chercher un peu de ceci ou un peu de cela, ou tu peux te poser la question de l'amphore, ou c'est des questions qu'on se pose. Mais c'est-à-dire que tu as une structure là déjà au nez, tu as une structure de vin qui va appeler à d'autres questionnements d'élevage. Chez nous, en Loire, le problème, c'est que souvent, sur les rouges, on n'a pas ces notions d'élevage. On fait de la viticulture, on fait de l'œnologie, donc la vinification, la construction du vin. Mais cette période d'élevage, qui est là où tu vas habiller ton vin, tu vas lui donner son costume pour la vie. Donc cette notion d'élevage, elle est peut-être pas trop appuyée, ça commence à arriver. Mais ce vin-là, tu peux te poser la question de savoir comment tu vas l'élever. Et là, tu peux te dire que tu peux tout autoriser. Ouais. Tu vois, sur la matière de... Alors, c'était pas le millésime, on est d'accord. C'était pas le même millésime que Gabard.
Mais quand bien même, sur Clos du Noyer 2021, tu as la même réflexion. Quand tu mets le nez dessus, tu as une profondeur de vin. C'est hallucinant. T'es plus sur la... On le cerne tout de suite. Faut que tu viennes sentir la terre. Ouais. Parce que quand tu sens la terre, cette odeur humifère, propre au grand terroir de Chinon, un peu trufficole, ça t'emmène tout de suite dans un autre paysage. Et là, tu peux... Là, tu fais le tour du monde avec ça. C'est un tout autre registre, on va dire, que Gabard. En tout cas, on cerne tout de suite cette profondeur. En fait, c'est vrai que c'est difficile à exprimer la profondeur. Quand on parle de profondeur, ça peut paraître un peu abstrait. Tu définirais ça comment, toi, la profondeur quand au nez, la profondeur du vin, pourtant on est capable de la nommer tous les deux, mais... Pour moi, c'est ce que ça t'évoque. Donc, ça veut dire que moi, à chaque fois, ça m'emmène dans des paysages. Là, je me vois plus fort. Alors, faut l'avoir vécu pour le ressentir, mais moi, je pars plus dans une forêt de grands chênes. Tu vois, une belle chênaie droite, avec une fraîcheur printanière et forcément, du coup, beaucoup plus de profondeur parce que plus de vision, ça t'emmène dans une intemporalité qui est beaucoup plus longue parce que ça appelle le chêne, le centenaire, etc. Gabart était plus dans un décor de campagne plutôt classique, tu vois, un peu chantant, un peu fleuri, mais là tout de suite tu passes dans ce côté, pour moi dans l'imaginaire des grands sous-bois frais, purs. Puis on a ce toucher en bouche. Alors celui-ci, on l'a voulu aussi élevage cuve à 100% pour 100% cuve. Ouais, pour garder ce côté variétal qui nous plaît beaucoup. D'accord. Tu vois, variétal, ça rejoint végétal, mais c'est aussi l'authentification du Cabernet Franc et tu sais où t'es. Mais on sent encore une juvénilité pour moi dans ce vin-là. Bien sûr. Tu vois, il y a encore un peu de chaleur, il y a une complexité, il y a encore une fois au contraire de Gabard une verticalité. C'est-à-dire que t'as une fraîcheur acide qui t'amène à te redresser un petit peu, toi. T'es pas... Oui, on n'est pas complètement assis, c'est pas fini, c'est pas lourd, on va dire, plutôt. Il y a encore cette pointe de fraîcheur qui permet de bien tenir aussi le vin. Mais c'est un vin qui demande encore 2 ou 3 ans de bouteille. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu recommandes? 2-3 ans au moins de vieillissement. On dit que les vins, faut savoir les attendre, mais il faut aussi savoir les boire. Parce qu'on a tous dans nos caves des vins où on se dit, bah, c'est couillon, quoi. On aurait dû les déguster avant. Alors, si tu en as, n'hésite pas, on peut se dépasser. On peut s'arranger. Avec plaisir. Mais ce vin-là, je pense qu'il sera dans 2-3 ans, il aura une belle facette de sa vie et ça durera 5-6 ans. Oui, c'est ça. Voilà, après il arrivera dans ce stade de maturité, on va dire, où tout ce que tu veux exprimer et tout ce que peut exprimer le terroir est révélé et pas encore atténué, on va dire, par le temps. C'est ça. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, comme on est un peu... avec la biodynamie, on continue à construire des vins vraiment différents d'année en année. On le sent, la réponse du vin est vraiment différente. On aura peut-être des surprises. C'est peut-être des vins que tu pourras encore boire dans 25 ans avec un grand plaisir, tu vois. Pourquoi pas? Ouais. Tu pourras en oublier quelques-unes, du coup, en cas... Maintenant, on arrive à en oublier un petit peu et c'est assez chouette. C'est aussi le défi des vignerons. Je me rends compte, moi, pour avoir travaillé aussi pas mal avec eux, d'arriver à garder quelques bouteilles en stock pour des vieux millésimes, pour montrer le potentiel, faire déguster. Parfois, quand on reçoit aussi des grands sommeliers, des grands œnologues qui viennent et qui se déplacent, de leur permettre aussi de déguster et de voir le potentiel de vieillissement, quoi. Ouais, donc, puis de se souvenir. Juste tout oui, seul. Aussi pour vous. Ouais, on le fait à chaque début de vendange, mais ne serait-ce que tout seul pour se souvenir de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Se dire, ah ouais, là j'ai un peu déconné, ou là on était bon, et il faut plutôt partir dans ce sens-là, etc. Ne serait-ce que tout seul. Tu as une culture écrite un petit peu, ou c'est vraiment tout dans la parole? Comme je t'ai dit au début, j'ai jamais été un grand scolaire, et malheureusement, non. On n'a pas une grande culture écrite. Depuis 2 ans, on s'est structuré avec Delphine qui nous a rejoint sur le domaine et on tend à avoir des traces écrites de tout ce qu'on fait pour notre traçabilité en interne et on se rend compte que c'est important. Même pour le futur, pour les autres, pour la prochaine génération. Ouais, donc on le fait depuis 2 ans, sérieusement, avec un vrai stockage des informations et une capacité de les ressortir. Mais avant, non.
Non, avant non, parce tout que... dans la tête. Oui, mais trop. Ouais, Trop, et ouais. du coup, tu t'en souviens pas. On se souvient pas de tout, en tout cas. Voilà, on est des petits chefs d'entreprise, même si on est passionnés et paysans, mais on est des petits chefs d'entreprise et tu mets pas tout... on n'arrive pas à tout mettre dans nos têtes. Ouais, mais... Donc c'était un petit peu dommage, mais ça fait partie de notre histoire. Oui, tu vois, voilà. C'était comme ça, on le change un petit peu, mais des fois c'est assez confortable parce que quand quelqu'un te dit c'était comme ça, je dis bah non, c'est marqué nulle part, je suis le porteur de mémoire. C'est assez facile, mais c'est des fois un peu dommage, mais c'est pour ça qu'on s'y est mis là avec Sylvain depuis 2 ans. Ouais, c'est une super chose. En tout cas, ouais, on voit toute la profondeur, on sent même aussi qu'on pourrait peut-être l'aérer aussi un petit peu plus et qu'il pourrait encore continuer à développer certains arômes et peut-être même un tout petit peu s'assouplir, mais... Ouais, et puis attends-le quoi. Mais oui, même au niveau de... Enfin, pas que de l'attendre en ouverture là aujourd'hui, mais de l'ouvrir plus tard et de l'ouvrir en avance aussi, quoi. C'est ça. Je t'avais prévenu, nous avons un petit jeu pour toi. Nous avons la chance d'avoir comme partenaire le Nez du Vin. Le Nez du Vin, c'est 54 arômes synthétisés dans des petites fioles qui se présentent comme ça. Pour ceux qui verront à la vidéo, voilà, c'est des petites fioles. C'est un super cadeau pour Noël d'ailleurs. Et ça permet en fait de travailler un peu le nez, parce que c'est souvent quelque chose auquel on essaye de s'élever très rapidement quand on s'intéresse au monde du vin. C'est assez compliqué de retrouver les arômes. Pardon. Et donc là, on en a 54. Je t'en ai sélectionné 3. Je vais te les donner dans l'ordre. Hop, celui-ci pour commencer. Et le but, c'est de redeviner. Ça peut être des fruits, des fleurs, des épices, du végétal. Voilà, à peu près. Donc j'ouvre la première, la numéro 2. La numéro 2. Je la sens. Ouais, tu peux la mettre vraiment sous le nez et la sentir. Moi, ça me rappelle de la pâtisserie, agrumes. Ouais, c'est un agrume. Tu vois, mangue, choses comme ça. On reste dans l'agrume pour le coup. Moi, ça m'évoque un joli gâteau orange. Ouais. T'es dessus. Abricot, tu vois. T'es sur l'orange. Ah, ok. Ouais, c'est sur l'orange. Alors, je parlais de la couleur, mais... D'accord. mais dans le subliminal, ça appelle ça pour moi, un joli gâteau de génial. De fin de repas. Le deuxième, hop. Le numéro 15. Il est marron. Ouais, il est plus sombre. Ah ouais. C'est le seul qui est coloré d'ailleurs, je crois. Presque. Donc là, pour moi, ça ramène des notes de bois. C'est pas très expressif. Tu trouves pas ça très expressif ? C'est plutôt dans le régime fruité aussi. Ah d'accord. Les réglisses... En fait, c'est des arômes ce qui est marrant, c'est qu'ils vont souvent se retrouver parfois avec le réglisse. C'est le cassis, celui-ci. Ok. Mais c'est des arômes qu'on retrouve parfois ensemble, en fait. C'est ça qui est difficile. Et ouais. De les identifier de manière unique, on va dire. Oui. Mais pur. Tu vois, c'est souvent ce que je dis à mes enfants, ils veulent du sirop de fraise. Alors quand tu leur fais du vrai sirop à la fraise, ils disent mais papa, c'est pas du sirop de fraise. Si. mais ils ont tellement l'habitude de goûter des sirops commerciaux que ce qui est sûrement mon cas parce que autant je serais né en Bourgogne dans les Hautes-Côtes, je pourrais te dire à quoi ressemble le cassis. Ouais. Oui, pour le coup, c'est... Et là, c'est vrai. Mais sur la profondeur, effectivement, tu vois la belle liqueur de cassis des Hautes-Côtes de nuit. Tiens, je te donne le troisième, merci. Le 43. On repart sur un transparent. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté légèrement boisé au début qu'on sent et réglissé, et derrière on a le fruit un petit peu. Je suis d'accord avec toi. C'est sympa. C'est super, t'es gentil avec moi ce matin. Je te l'accorde. Voilà. Ouais. Là on part. Pour moi, on part sur le poivre. C'est ça. C'était en plein dedans. Poivre blanc. Poivre tout court, c'est pas précisé, mais il y a un côté un peu plus frais dans celui-ci que tu pourrais accorder au poivre blanc. Le côté presque un peu mentholé du poivre blanc. Oui, exactement. Ouais. Bon, et bravo, en tout cas, chapeau. Hein, t'as trouvé quand même 2 sur 3. C'est une très bonne statistique quand on regarde l'ensemble des personnes qui sont passées à cet exercice. C'est pas un exercice facile. Non, c'est pas un exercice facile. Et on le fait aussi parce que je trouve que c'est un super moyen pour nos éditeurs de se rendre compte qu'en fait, c'est un exercice qui est intéressant, mais c'est un exercice qui est complexe et qu'on a beau travailler dans le vin, c'est pas pour autant qu'on les reconnaît tous comme ça en claquant des doigts et que c'est facile en fait. Donc c'est un travail qui est super intéressant à faire, que moi j'adore faire,
mais tout le vin ne se résume pas à retrouver un arôme, même si c'est une étape qui est très amusante en fait, et très sympa à faire. Eh bien écoute, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble à parler notamment du domaine, mais de la polyculture aussi beaucoup, de tes convictions. T'es le premier vigneron de Loire qu'on a accueilli ici et on est très content. Merci. Et on espère en accueillir d'autres. Il y en a plein. Avec tes recommandations peut-être. Ouais, avec plaisir. Et puis, je te laisse peut-être dire un mot sur la fin, si tu as des projets actuels pour le domaine, des choses que vous êtes en train de développer, des choses dont tu aimerais parler. On est, comme vous l'avez compris, on est dans un développement permanent, donc on va déjà... Alors, si, le plus gros projet qu'on ait pour le moment, c'est de finir ce qu'on a commencé. Ce qui paraît pas grand-chose, mais déjà finir ce que tu as commencé. Et en fait, il n'y a pas de nouveau projet parce qu'il y a tellement de choses entre les animaux. Faut qu'on construise une étable pour les vaches. Les cochons, faut qu'on construise aussi un endroit pour pouvoir leur faire la nourriture correctement. Le maraîchage, il faut remonter une serre, il faut qu'on retrouve du monde. On a tellement de choses en route que ce qu'on aimerait, c'est finir ce qu'on a commencé déjà. On est très content de pouvoir maintenant, on a une jolie structure d'accueil au domaine de pouvoir accueillir les gens qui viennent. Donc venez les voir, nous allez voir, au domaine Grosbois. À la dégustation, sur rendez-vous, c'est plus facile et c'est plus sympathique. Et puis le nouveau défi, c'est la petite restauration, qui va être une jolie restauration qui va commencer à partir du mois d'avril. Et vous allez accueillir combien de personnes? C'est entre une table 40... d'hôtes un peu ou Non, ça va être une grande tente en extérieur. On a un point de vue qui est assez étonnant sur la vallée. Ok. Avec un chef ou une chef, c'est pas déterminé encore, dans un Algeco qui fera des plats simples mais de la ferme, bien travaillés en permanence à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Bon, et voilà. Rendez-vous au domaine Grosbois à partir du mois d'avril pour avec plaisir pour venir déguster les vins du domaine et goûter tous vos produits en fait. Oui, parce qu'on fait soupe. Sauf le sel, le poivre et l'huile d'olive. Exactement. Le message est passé. Bon, merci beaucoup pour ton temps et merci puis à toi. bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.